à cette balade patrimoniale avec la thématique de la gastronomie. Pourquoi la gastronomie? Puisque Saint-Laurent a accueilli les premières activités, une des premières activités de Bourvil, qui a été mitron dans 2 boulangeries ici à Saint-Laurent-en-Caux. On reviendra sur la question tout à l'heure. Ouais, c'est un peu la thématique de cette année. Tous les ans, on organise des visites un peu patrimoniales. L'année dernière, on a fait les secrets du plateau de Caux à travers des petites archives et des petites pépites. Où vit l'abbaye, donc à travers différents thèmes comme ça. Et cette année, on a décidé de prendre cet axe-là. Donc on a fait au pays des tisserands et la gastronomie, tourner plutôt autour du lin. Là, on fait vraiment la gastronomie en général et on aura encore une visite sur le thème de la pomme, vraiment un produit aussi identitaire du territoire. Et on ira aussi, on fera une dernière visite, donc un atelier que j'animerai à Arcanville sur le thème du safran aussi. Donc là, on a vraiment pris cet axe de la gastronomie pour faire découvrir notre patrimoine. Voilà. Un petit peu par le biais de la gastronomie, mais on va quand même avoir quelques repères sur le bourg, qui Saint-Laurent-en-Caux était chef-lieu de canton de nombreuses années, puis est devenue une commune, toujours une commune rurale et centrale un peu dans le Pays de Caux, puisqu'elle relie les différentes, elle relie par exemple Dieppe à Yvetot, donc à la Seine, et puis d'un autre côté, elle relie Veules-les-Roses à Yerville et donc Rouen. Donc c'est quand même un carrefour assez important et comme je vais vous montrer déjà, donc vous aviez la place sur laquelle on se trouve, le carreau. En cauchois on dit le carreau, donc c'est la place centrale du village et vous voyez il y avait une fontaine, vous aviez des halles, vous aviez la mairie qui était à l'étage, et là, ça servait également de halle. Et vous aviez, on verra plus tard, une petite hallette, en plus, qui était par ici. C'était un bourg important. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le carreau, c'est l'espace de la commune qui est occupé pour l'activité. Donc c'est un village-rue en même temps, parce que si vous voulez, de Bacqueville jusqu'à Yvetot, c'est une longueur de rue principale. La rue qui allait de Yerville à Fontaine-de-Dain est arrivée après, sur l'organisation du village. Donc souvent les villages du Pays de Caux, c'est un trait, d'un point à un autre, et l'organisation se passe, y compris en aménageant une place qu'on appelle carreau dans le Pays de Caux. Donc le carreau, il regroupe à la fois la place, l'église et l'école, le plus souvent. Donc l'école était derrière ces bâtiments, derrière vous, et l'école existe encore. Alors, l'activité de cette localité, on peut la situer vers 1055 de notre ère. Donc c'est un village ancien, par conséquent, et il s'appelait Sancto Laurentio, en latin. Voilà. L'église de Saint-Laurent date de 1323, et elle a vu naître différentes personnalités. On parlera de Bourvil tout à l'heure, mais lui, il est né à Prétot-Vicmar, donc pas à Saint-Laurent-en-Caux. Vous aviez un photographe, alors il s'appelait Louis Cyrus Macaire, et c'est un photographe qui a vécu tout à fait à l'époque de Nadar, donc pionnier de la photographie. Il a fait un travail intéressant, et je vous ai amené une œuvre, parce que son travail a été reconnu dans le monde entier, mais il est temps de pouvoir en parler. Vous imaginez Monet au Havre, mais lui prenait aussi le rivage. Donc c'est des premières photos de Cyrus Macaire, au premier temps de la photographie.
Et il est né ici, alors je ne sais pas à quel endroit il est né, mais alors vous avez un deuxième photographe qui a fait aussi le tour du monde, mais qui est peut-être pas revenu ici fréquemment. C'est un autre photographe très intéressant, puisqu'il peignait, il photographiait le paysage, et sa particularité, c'est qu'il était dans le livre internationalement connu de la botanique, et avec Karl Blossfeld, un Allemand, ils ont photographié le végétal à la manière macro. C'est-à-dire, ils ont élevé le végétal en termes d'œuvres d'art. Il y a peu d'œuvres, on peut consulter. Je crois qu'on va s'intéresser à ce photographe parce que il a une soixantaine de publications. Donc, son travail était reconnu dans le monde entier. Et je pense que ce serait intéressant de pouvoir revenir sur son travail et le fait qu'il soit de Saint-Laurent, natif de Coqueret-au-Mont, le fameux Bourville, qui a honoré donc de son talent, même s'il n'a pas fait carrière dans la boulangerie. Donc, né à Prétot-Vigmar, il a commencé son premier stage à Fontaine-le-Dain. Il a appris le clairon. C'est resté dans un petit coin de sa tête, évidemment. Et donc, il a dû apprendre le métier. Donc, il est allé à Saint-Laurent, dans 2 boulangeries successives. Celle de Monsieur Beaufils de l'époque, c'est la maison haute à 2 étages derrière vous. Là, il y a encore une boulangerie. Et il y avait une autre boulangerie. Alors, l'autre boulangerie, je vais vous redire le nom tout à l'heure. Donc, c'était un autre boulanger. Il n'est pas resté longtemps. Ensuite, il est allé à Rouen faire une activité de boulangerie, de pâtisserie. Et ensuite, il a essayé de mener un commerce à Bourville, proprement dit. Et cette activité, il l'a vite arrêtée parce qu'il s'est rappelé qu'il jouait du clairon et puis il faisait rire beaucoup de monde. Donc voilà, il a tenté l'aventure dans le cabaret et on connaît après sa carrière très intéressante et tout le monde connaît Bourville, même les plus jeunes. Hein, voilà. Alors, Saint-Laurent, évidemment, je disais qu'il y avait 2 boulangeries, mais en 1909, il y avait donc le Vilain et Beaufils comme boulanger, il y avait 8 cafés, un charcutier, 4 épiciers, 2 marchands de fruits et légumes, on n'imagine pas, mais voilà, 2 marchands de vin et spiritueux. Par ailleurs, ça c'était pour le commerce de bouche. Par ailleurs, il y avait 2 chapeliers, un charpentier, 4 marchands de chaussures. Donc à Saint-Laurent, on était bien chaussés. 2 vendeurs de draps et nouveautés, un fabricant de chandelles, 2 vendeurs de faïence et verres, 3 ferblantiers. Alors, c'est la personne qui fabrique ou vend des objets en fer blanc. À l'époque, c'était très courant. 3 marchands de grains, un horloger. Vous voyez, il y avait pas mal de commerces. Hein, et Comment Je crois qu'il y a eu 1200 habitants au plus grand. Dans le 19e siècle, j'entends. Au milieu du 19e siècle. 1022, je crois, plus nombreux. Il y avait 2 hôtels. Alors, le premier hôtel, il se situe là-bas. C'est Madame Le Forestier qui m'a indiqué où se trouvait l'hôtel. Donc, il y avait un hôtel au Carrefour, on va y aller tout à l'heure. Et le deuxième hôtel, c'était donc vous avez la petite ruette là, vous voyez. Donc, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième maison, avec des étages. Avec 2 étages. Donc là, il y avait un hôtel. Alors, c'était un chef-lieu de canton. Il y avait 4 foires. Une foire à chaque saison. Donc, c'était très important. Et il y avait le marché tous les dimanches. Donc, il y avait une activité très, très dense sur l'activité rurale et commerciale. 2 maréchaux, 3 menuisiers, 4 merciers,
donc pour les ouvrages, 2 modistes, un papetier, 2 quincailliers. Tout à l'heure, j'entendais parler de quelqu'un de droguerie, mais on n'est pas loin de l'activité des quincailliers, qui vendaient des articles de ménage, des lampes, des suspensions, des couronnes, des croix mortuaires, articles de bâtiment, outillage, grillage et ronces artificielles. Vous aviez des spécialités aussi pour épiciers, brosserie, ficelle, cuir, clouterie, et puis des articles pour la cordonnerie, et puis 2 débits de tabac. Donc vous voyez, ça plante un peu le décor du village. Et vous avez la grande maison de maître là-bas, qui était une ancienne ferme. De l'autre côté, vous aviez une auberge, ferme auberge, mais là, ça date du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, Malposte, et on l'appelait la ferme auberge. Mais elle est à Reville, elle n'est pas à Saint-Laurent. Oui, parce confirmé. Et donc, on ira tout à l'heure, vers la fin de la balade, chez Madame Le Forestier, et elle nous accueillera et nous montrera son colombier. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un colombier, et je lui ai montré, avec des archives, qu'elle avait un colombier. Et donc, on ira dans sa prairie, où il y avait des tas de pommiers jadis, puisque c'était une ferme. Et l'activité de Madame Forestier se trouve de l'autre côté, vers la mare, en bas. Alors ici, devant l'église, il y avait aussi une mare, dans le bourg, à la place des arbres, vous voyez à peu près, et un peu devant l'école. Voilà. Donc on va commencer par faire, on va aller à l'ancien hôtel du Carrefour, et vous connaissez bien cet hôtel, puisqu'il est familial, je pense. Devant la boulangerie. Donc, un de ses premiers apprentissages de Mitron, à Saint-Laurent-en-Caux. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure l'endroit et la petite allette, ici, qui était devant la boulangerie Beaufils. Alors, vous avez Saint-Laurent. Voilà, nous avons une première vue de l'hôtel, qui était, alors vous voyez l'hôtel l'ancien hôtel qui est un peu jaune, au carrefour là-bas. Donc, voilà, ça c'était une vue de l'hôtel, au carrefour du radar, que tout le monde connaît. Il y a des archives, qu'elle a collecté aussi des archives. Voilà, donc ça, c'est une vue plus générale de l'hôtel. Sachant que le deuxième hôtel était là. Bon, il a chanté les haricots. Si vous la connaissez, je peux vous en dire un couplet. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore dès le premier cocorico, à qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose est éclose, en été le coquelicot, mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites précèdent la main du bourreau qui, les jetant dans la marmite, met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les sert autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Sa poésie n'a pas d'égal. Alors, il a aussi commis une chanson sur le fromage et du pain, parce que boulanger qu'il a été, il a toujours gardé un lien avec le pain et le fromage, puisque dans le Pays de Caux, c'est une région où on mangeait du fromage. Du fromage et du pain, un bon petit verre de vin, un petit coin de jardin et un toit sur la tête, du fromage et du pain. Du laurier et du thym, des pommes et du raisin et de la ciboulette. J'ajouterai encore des lapins au décor, des poules qui picorent
histoire de faire l'omelette. Donc il a toujours gardé au cœur de sa vie ses racines paysannes. Un autre extrait de Bourvil. La maman a la paix lorsque l'enfant s'endort. Allongée parmi ses joujoux, la vache, elle, ne sait pas très bien quand le veau dort. Car le veau dort toujours debout. Ça me fait penser au prix que le lait vaut. Ce lait qui coule à pis ouvert, ce lait que les veaux têtent avec leur tête de veau, avant de goûter les frais verts, du pot, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du fromage. Du pot, du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? Du fromage. Alors, ça c'est important pour situer un peu. On a parlé de lapin, on a parlé d'haricots, on a parlé de chigots. Vous voyez, déjà on a cité pas mal de plats. Alors, il faut savoir que dans le pays de Caux, et ici à Saint-Laurent, il y avait l'influence de la mer, donc on mangeait du hareng. Et tout à l'heure, Thibaut va nous servir une variante de la salade du P. François. Et la salade du P. François était faite avec du céleri branche, des pommes, et dans les terres, il y a plusieurs versions dans différents ouvrages. C'est une salade qui revient tout le temps. Et dans les terres, c'est plutôt à base de jambon, forcément des produits plutôt de viande, et en bord de mer plutôt à base de les harengs. Et c'est une salade qui revient dans tous les ouvrages. Quand on cherche et qu'on creuse vraiment dans les spécialités culinaires du Pays de Caux, c'est ce qui revient, quoi. Voilà. La salade du François, qu'on fera ensemble tout à l'heure et qu'on dégustera. Exactement. Donc, comme grand moment de convivialité, il y avait les foires, comme il y en avait 4 à Dudeville. Le marché, c'était un lieu de rendez-vous, donc on prenait un coup, on allait au café, on mangeait bien la brioche, on achetait le pain, enfin voilà, il y avait tout ce décor-là. Donc il y a eu des fêtes du hareng, c'était à Dieppe, à Fécamp, Saint-Valery et à Étretat principalement. Donc les harengs, évidemment, étaient la tête de gondole de ces fêtes-là. Aujourd'hui, il y a encore ces fêtes du hareng. Hein. Alors pour les traditions, tout le monde connaît la collation. Alors la collation, c'est un mot qui met en honneur les produits de la ferme. C'est ça. Et l'après-midi, c'était la collation. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on fera une collation. Dans l'esprit, jadis, des collations de fin d'après-midi. Et collation soupante, vous imaginez bien qu'on restait à manger le soir. Donc la collation soupante, le calva, le cul et le gorilla. Vous voyez, ça se passait comme ça. Hein. Il y avait toujours la goutte, évidemment. Alors, les gens du Calvados, attention, ce n'est pas du calva. Simplement que Boulard, Calvados Boulard, s'était installé à Yvetot, mais il faisait venir ses pommes du Pays d'Auge. Donc, quand il y a eu une législation sur l'appellation, il a déménagé à Pont-l'Évêque. Il avait ses pommes toujours là-bas, et donc il a gardé son appellation Calvados Boulard. L'appellation, c'est une tranche de pain de 12 livres. On revient au pain toujours. On avait droit à une grosse cuillère de soupe de marmelade. Ça a économisé rudement le beurre qu'on devait payer dans ce temps-là. Des vins sous la livre. Ça, c'est Jean le pauvre moine qui raconte ça dans Ma grand-mère paysanne. Alors, prenons les fêtes. Vous aviez le Noël, on va commencer par Noël et le jour de l'an. Alors, une petite citation de Jehan le pauvre moine. Noël fut triste cette année-là. À midi, la campagne retomba dans le silence, faisant des cours et des prairies. Une bonne odeur de poulet, des rôtis, de lapin au salsifis, embaumé des maisonnettes, où la maîtresse coupait les tartes aux pommes. Par contre, au moment du jour de l'an, il y avait les aguignettes, qu'on appelait les aguignettes Saint-Laurent. Aguignettes Saint-Laurent, donnez-moi une pièce 10 francs. Si votre bourse est à cul, c'est-à-dire au sec, donnez-moi un petit écu à guignolo. Donc dans les familles pauvres, les enfants mangeaient du pot-au-feu à Noël,
et un morceau de foie gras pour les rois. C'est tout. Au 1er janvier, ils passaient dans les fermes en chantant. Donc, les enfants chantaient « À guignette, à tartelette, j'ai des miettes dans ma pouquette pour donner à vos poulettes, pour qu'elles pondent de gros œufs. La maîtresse, donnez-m'en deux. Si vous les cassez, vous me les paierez. » Les 2 derniers vers connaissaient une variante. « Si vous m'en donnez pas, je couperai la queue à votre cas. » Alors, la galette cauchoise et les rois. Alors, l'abbé Alexandre raconte la galette des rois, la galette cauchoise. Les rois, invitation du curé pour un repas pris par 20 personnes. Le repas commence à la cauchoise par un potage bien chaud que l'on prend en buvant l'apéritif. Leur menu ne varie guère, mais tout est très bon, bien qu'un peu fort en crème et en beurre. Vous m'étonnez. Quand on annonce le trou normand, c'est-à-dire le verre de calva servi au milieu du repas, qui doit remettre en appétit les convives, mes amis, le calva a un avantage sur nous, plus il vieillit, meilleur il est. En tout cas, la couleur y est. Le Mardi Gras, un autre moment de l'année très important, encore les aguignettes de la Saint-Thomas. À la Saint-Thomas, ma casaque sur mes 2 bras, mon chapeau sur les cheveux, je vous dis au revoir, messieurs. Donc il y avait beaucoup de comptines autour des traditions et des pâtisseries. Alors la Pâque cauchoise, c'était le cochon. On tuait le cochon tous les ans le lundi de la Semaine Sainte pour avoir du boudin à Pâques. Vous voyez, on a complètement changé d'époque. Hein? Mais c'est intéressant de le savoir parce que dans chaque maison quasiment, il y avait un cochon qu'on nourrissait avec les restes, etc. Et on tuait le cochon. Donc le moment pour tuer le cochon, c'était au début de la Semaine Sainte, donc avant Pâques. Le gigot de Pâques, c'est la forme cauchoise de l'agneau pascal dans sa présentation classique, servi avec des gros haricots blancs, longs, nommés chez nous pois gigot. Alors, faut savoir que le haricot, le pois, c'est un haricot. Et souvent, on nomme les petits pois, on nomme les petits pois des haricots. En fait, la famille, c'est les haricots. Et le pois est dans la famille des haricots. Alors, pois gigot, pois soissons, ou michelet. Vous pouvez aussi servir votre gigot avec 2 saucières contenant son jus de cuisson, évidemment. L'autre, une sauce à la crème liée à l'œuf semé de capre et relevée de poivre blanc concassé. Ça, c'est François Auger. Je vous montrerai l'ouvrage que j'espère que vous allez vous procurer pour révisiter toutes ces recettes du Pays de Caux. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs le bouquin, parce que ça, c'est collector. On peut le trouver. Il y a toutes les recettes cauchoises. Absolument toutes les recettes cauchoises, de l'entrée au dessert. Mardi Gras, on l'a dit. Le gigot de Pâques. Alors, le tisserand organisait un repas annuel. Le tisserand faisait un repas. Ça, c'était dans les années 1870. Le tisserand faisait les jours de fête carillonnés, donc pas qu'une seule journée, son pot-au-feu, avec des joues et une queue de bœuf, le morceau bon marché dédaigné des maisons bourgeoises. Donc, vous voyez, même ça va au cœur des maisons, y compris pas seulement les fêtes religieuses, mais aussi attachées à l'activité locale. Et ici, dans le secteur, il y avait beaucoup de tisserands. Et tout à l'heure, on va aller voir un séchoir qui a pu servir au lin et au coton, d'ailleurs. Alors, une grande fête annuelle qui était l'été, c'était la moisson des hauteux. Alors là, il y avait la parcée. C'est un peu technique, mais c'est intéressant. Alors, la parcée, c'était en cauchois, c'était un repas offert aux moissonneurs par le fermier à la fin du mois d'août. Origine, par accomplissement, c'est coupé. Pour les aoûteux, les comptes étaient vite faits, une centaine de francs par couple pour 6 à 7 semaines de travail nourri logé. Je sais qu'ils leur demandaient le lait de beurre pour leur soupe et que la viande qu'on leur achetait valait 6 sous la livre. Ils mangeaient dans le four et faisaient
Cabaster, dans la bergerie. Et le fermier leur a donné 1 litre de goutte, parfois du cidre à volonté, souvent 12 litres par jour et par homme. Donc, dans les habitudes alimentaires, ceux qui travaillaient au champ, ils buvaient jusqu'à 12 litres de cidre par jour. J'ai un oncle fromager à Auto-Saint-Sulpice, il travaillait au champ, hein, il buvait 1 litre de goutte par jour. Et il est mort à 82 ans. Il a toujours travaillé dur, et en plus il était bedeau. Donc il avait la bénédiction. Alors la confiture, elle était très importante dans les ménages et partout. C'est-à-dire qu'on faisait des gâteaux à la confiture, on faisait la cueillette des fruits, toutes les sortes de fruits rouges, les fruits du verger évidemment, les prunes, les pommes, les poires, les coings. Il y avait tout ça qui était dans la cuisine ordinaire et dans le petit déjeuner jusqu'à napper les génoises pour faire ou les roulés. On faisait beaucoup les roulés au biscuit de Savoie et donc tout ça, ça arrivait sur les tables dans toutes les fêtes. Et il y avait la crêpe évidemment puisque au Mardi Gras on faisait les crêpes et puis souvent on mettait un louis d'or dans sa main gauche et on lançait la crêpe pour la retourner et après on était heureux et peut-être riche, sauvé de la misère. Pour les mariages, il y a un célèbre texte qui raconte un peu un mariage du Pays de Caux, c'est dans un extrait de Madame Bovary, mais je ne vais pas vous raconter cet extrait, mais lisez l'extrait dans Madame de Bovary, la scène du mariage, du repas, c'est succulent. Par contre, je vais vous dire plutôt un type de menu qu'on servait à un mariage. Apéritif, place-toi bien, entrée, galantine aux perles du Périgord, déjà on voyageait. Vous savez que les auberges, la cuisine d'auberge, elle est née au 19e siècle, c'est assez récent. Donc après, dans toutes les auberges, on connaissait les plats d'ailleurs, si vous voulez. Donc après, on ramenait ça pour marquer un peu l'esprit et épater ses invités. On faisait venir des mets d'ailleurs, donc par exemple du Périgord. Lapin braconnier, on restait là encore bien cauchois quand même. Au bonheur des époux, poulet au blanc, ça c'est le plat magique, la poule au blanc, ou le poulet au blanc. Gigot de présalé, donc fallait se lancer, hein, et on attendait le trou normand. Hein. Les légumes, haricots sans bruit, donc il y avait beaucoup de poésie dans les termes. Salade de saison, dessert, crème renversée, brioche, biscuits assortis, vin, café fine, liqueur. Il y avait quand même, ça c'est Jehan le pauvre moine. Lisez Jehan le pauvre moine, il prépare les douillons, que le mort n'est pas encore mort. Vous voyez, donc ça c'est excellent. Hein. Faut lire le douillon dans un ouvrage de Jehan le pauvre moine. Alors souvent à l'enterrement, il y avait un buffet avec la brioche évidemment, la génoise et puis la confiture, ou un gâteau de Savoie. Vous savez, on mettait ça sur des plaques métalliques et on étalait, et après on mettait la confiture, on les roulait. Voilà. Ça c'était pour honorer donc ce moment qui était spécial. Alors, le pain et la pâtisserie. Évidemment, on mangeait beaucoup de pain. Bec et miettes se dit d'une personne qui mange peu. Un gamin qui mangeait pas trop, on disait t'es bec et miettes. Voilà. La blanche, c'était l'eau de cidre. La boisson, on disait la besson. Cidre léger par opposition au gros, qui est le cidre pur. Alors, la bouloche ou boulot. Pâtisserie cuite au four, faite d'un fruit entier, pomme ou poire, entourée de pâte. Par plaisanterie, gros ventre, il n'a pas de bouloche, il est maigre. Pour quelqu'un qui est maigre. Alors, pour la bouloche, c'était surtout associé aux poires à cuire. Le douillon était plutôt associé à la pomme. Donc, il faut faire la différence.
Les crêques. Ma mère me disait, on n'a rien à manger le soir, on va faire des crêques. C'était un repas à base de pommes de terre. On râpait les pommes de terre, on mettait un œuf dessus avec des herbes et hop, c'était un repas amélioré et râper les pommes de terre. Alors, quand le poisson était trop cuit, on disait déficher. Alors, le douillon, voilà. Pâtisserie au four de la taille d'une tarte faite de morceaux de pommes pris entre 2 couches de pâte. Donc, tout à l'heure, vous allez déguster un douillon de poire de coque et de poire de pisé que j'ai préparé ce matin, qui est encore tiède, et on le coupera. Il est entre 2 couches de pâte et de la poire de coque et poire pisée qui a dégorgé. Il n'y a quasiment plus de jus. Et par contre, le jus d'à côté, on le refait bouillir pour servir avec la petite part de douillon à la poire de coque et poire de pisée. Alors, la poire de coque, c'est très important. Vous en avez toujours entendu parler. Poire à cuire, coque cuire. Elle vient du Marais Vernier et elle s'est installée dans le Pays Caux quasiment jusqu'à Doudeville. Par contre, la poire pisée, elle vient du Pays de Bray et s'est installée dans le Pays Caux jusqu'à Doudeville. Alors, le galuchon, c'était la brioche des mariages. Donc, la brioche servie au mariage, c'était le galuchon. Quand on parlait de mauvaise cuisine, parce que dans le Pays de Caux, on regarde tout, de tous les bords, quand il y avait une mauvaise cuisine, c'était la gargote. Donc, on allait chez quelqu'un, on mangeait pas très bien, on disait c'est la gargote. Hein? L'agneau, c'est notre vie. Alors, les gobitons, c'est très important parce que c'était les petits morceaux de pain ou de viande. Alors, le lard, évidemment, faisait partie de la chose. Manquer, ça voulait dire manger. Manquer. Et quand on voulait faire taire un enfant, on dit « je vais te manquer une noaille ». Vous voyez, ça allait jusque comme le pélapouf pour faire peur un peu aux enfants à l'époque. Maths, c'était des caillots de lait, fromage blanc. Alors, si on fait une autre fois de la cuisine, etc., peut-être que je vous ferai des petits gâteaux à la peau de lait. Parce que ça, c'est le top de la pâtisserie. Ça n'a pas d'égal. La peau de lait avec du sucre, un peu de farine et c'est tout. Et étalé sur les plaques au four, absolument divin. Mais pour avoir du lait entier. Alors, plumer, plume tapard, c'est les pommes de terre cuites à l'eau. Plume tapard. Pluquer. Va pluquer tes pommes de terre, cuites à la vapeur ou à l'eau. Voilà. Brandouiller, alors ça c'est un terme très cauchois aussi, c'est du patois en même temps, hein. C'est faire bouillir longtemps. Donc moi je fais mes gâteaux à la peau de lait en faisant rendouiller le lait sur le feu. La rinchette, tout le monde connaît, c'est par rapport à notre vie. Les rogues, c'est un terme très connu du Pays de Caux, c'est les œufs des harengs. Il y avait les harengs, la laite, et les harengs avec la rogue. Alors il y en a qui aimaient, il y avait les clans des rogues et les clans des laites. Donc il y en a qui mangeaient que la laite et d'autres qui s'opposaient à table avec ceux qui mangeaient la rogue. Et s'il n'y avait pas le compte, je vous dis pas. Les colombiers qui sont ronds avaient beaucoup de boulins parce que il y avait des terres de céréales, donc les pigeons mangeaient les céréales même aux petits propriétaires et c'est comme ça que la Révolution française a voulu supprimer le droit de colombier, n'est-ce pas? Donc les colombiers, bon, ils ont été plus ou moins abandonnés après parce qu'il n'y avait plus de colombes, mais on les recherche, les gros colombiers, il y en a de très beaux. Si vous allez celui de Varangeville, les colombiers. Manoir d'Angot. Manoir d'Angot, c'est très très beau. Bercail Saint-Denis. Très beau colombier. Avec le larmier au milieu. Voilà. Oui. C'est l'un des seuls colombiers des Cagonales, il me semble. Voilà. Oui. Non, c'est une merveille. Et puis quand on vidait, vous avez l'échelle tournante au milieu pour ramasser les œufs, forcément, parce que les œufs faisaient partie de la nourriture du personnel et aussi de l'engrais pour mettre sur la fiente. La fiente. J'ai découvert ce bâtiment. Alors c'est d'après une archive de la Bibliothèque nationale de France. C'est un photographe qui s'appelle Maillard.
et qui a repéré ce colombier carré. Alors les colombiers carrés ils sont rares dans le pays de Caux. Il est de petite taille, ça dépendait de la surface de la propriété, comme Madame le forestier nous l'a dit. Et voyez, cette photo-là de 1930 décrit l'activité du poulailler dans cet ancien colombier. Donc Madame le forestier a toujours cru que c'était... C'était ce poulailler. Oui, Il y avait une que c'était un poulailler. Ouais. Sauf que, vous voyez, il y a les boulins qui ont été rebouchés. Ouais. Parce qu'il y a un plancher. Et le plancher, c'était l'espace ouvert aux pigeons. Combien il pouvait y avoir de pigeons là-dedans? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, non, non. Par rapport aux pigeons, aux colombiers ronds, Ouais, pas beaucoup. Ce qui serait intéressant, c'est de monter puis aller voir s'il y a encore des pigeons. voilà, exactement. Et donc, ils ont refermé avec des briques à l'intérieur pour que les pigeons ne reviennent pas. D'accord? Ouais, ça- C'était ouvert donc pour les poules. Après, c'est Et puis il y avait un accès pour aller chercher les œufs par la porte du haut. Avec une échelle, j'imagine. Voilà. Et vous remarquerez, il y a une lucarne. Il n'y est plus, oui. Donc quand Madame le forestier ont refait la toiture, ils ont enlevé le...